Eh bien, les amis, Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, tous les Tov, et, et allons-y, allons-y. On revient dans notre étude donc du livre de Yehoshua, Josué. Alors allons-y, nous sommes au chapitre 1, si je ne m'abuse. Chapitre 1, Perek Aleph, Pasuk, Yudbet. Voilà. Donc, on était arrivé au moment où ça y est, les consignes ont été données, il va falloir se préparer à entrer dans le Jourdain et donc à traverser vers la partie ouest de la terre d'Israël, là où va commencer la conquête. Et c'est là que va arriver la paracha qui aurait pu créer une scission dans le peuple juif. Alors, on ne met pas le texte? Non? On peut D'accord. mettre le texte, on peut Moi, mettre je le l'ai, hein, texte. m'en fiche. Hein. Très bien. Eh bien, j'espère que vous avez tous votre texte. Allons-y. Donc, Josué. Ok, quoi? Vous voulez que je mette. C'est pas moi qui mets le texte. C'est en haut lieu que ça doit être mis. Ah, voilà, et voilà, et voilà. Et elle fait mal. Iné. Vela Reuveni. Voilà. Vela Reuveni, Vela Gadi, Vela Chatzi, Shevet Amenashe, Amar Yehoshua Lemor. Rappelons-nous de quoi on parle. Zachor. את הדבר אשר ציווה אתכם משה, עבד השם לאמור. השם אלוהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת. נשיכם, טפכם ומקניכם ישבו בארץ, אשר נתן לכם משה בעבר הירדן. ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם, כל גיבורי החיל, ועזרתם אותם. De quoi on parle? Rappelons-nous, dans la paracha de Chukat, eh bien, Am Israël a conquis la région de ce qui est aujourd'hui la Jordanie occidentale et le sud de la Syrie, le Golan. Et ces territoires appartenaient à Sichon et Og. Et une fois que nous avons conquis ces territoires, a priori, il n'était pas prévu que quelqu'un s'y installe. Mais c'est là qu'arrive la tribu de Réhouven et de Gad, qui étaient donc des tribus avec beaucoup de troupeaux. Et semble-t-il, cette région-là est une région propice pour faire paître les troupeaux. Et donc ils disent, ah Moshe, nous on veut s'installer là. Et la grande crainte de Moshe, c'est qu'on essaye de rejouer la faute des explorateurs. Quoi? Encore une fois, vous ne voulez pas rentrer en Israël? Et là, Moshe va avoir une phrase qui est malheureusement tristement actuelle lorsqu'il dit Achechem yetzu la milchama ve'atem tishvu po. Quoi, vos frères vont partir en guerre et vous, vous restez chez vous? Cette terre-là que vous voulez habiter, on l'a tous conquise. Alors quoi, maintenant ça y est, vous restez là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc ici, Yoshua vient et dit la même chose. Il dit, rappelez-vous de la promesse que vous avez faite. Vous ne pouvez hériter de cette terre que, que si vous, les hommes de ces tribus, vous êtes les combattants d'élite de l'armée d'Israël. ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי חיל ועזרתם אותם. עד אשר יניח השם לאחיכם ככם וירשו גם המה את הארץ אשר השם אלוהיכם נותן לכם ושבתם לארץ לירושתכם וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד השם בעבר הירדן מזרח השמש. Non seulement vous allez devoir rester avec nous pendant toute la durée de la guerre, mais également vous serez les gardiens des frontières
tant que le peuple ne s'est pas implanté dans ces différents territoires. Il y aura, alors, je connais la suite du film, il y aura 7 ans de guerre et 7 ans d'implantation. Ça veut dire qu'on demande à Réhouven, Gad et à la moitié de Ménaché, pendant 14 ans, de ne pas rentrer chez eux. De laisser femmes et enfants, et certainement un petit contingent d'hommes pour les protéger, et eux, ils partent pendant 14 ans. C'est pas rien ce qu'on leur demande. Ben non, c'est pas rien. Pourquoi? Eh bien parce que tu veux faire quelque chose qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais qui pourrait amener à la scission du peuple juif, parce qu'il n'existe pas de plus grande division que lorsqu'il s'agit de prendre part à la guerre. Et c'est pour cela qu'en ce moment, c'est tellement compliqué avec le monde religieux, avec le monde orthodoxe en Israël, qui refuse de prendre part à la guerre. C'est très très compliqué, parce que il n'y a pas de moment. Pourquoi 7 ans? Parce que c'est le temps que ça va prendre. Et de mal à sauter. J'ai dit, je connais la suite du film. Ça aurait pu être moins, mais c'est ce que ça a fait. Maintenant, évidemment que ce n'est pas anodin, mais ça, on y reviendra quand on y arrivera. Donc, je dis, c'est ce qui rend la situation actuelle tellement compliquée. Ah, là, on a une bonne question. Gad et Reuven l'ont vu, mais cela a été imposé à la moitié de la tribu de Ménager. Alors, bien qu'il n'y ait pas ici de question, j'entends la question qui dit, mais pourquoi ça a été imposé à la moitié de Ménaché? Alors, c'est déjà à l'époque de Moshe. C'est lui qui va imposer ça à la moitié de Ménaché. Pourquoi? Eh bien, justement pour qu'il y ait un point d'ancrage qui relie tout le monde. Ménaché, ça veut dire l'oubli. C'est pour ça que Yosef a appelé son fils Ménaché, qui n'a shani Elohim et kol amali et kol betavi, car Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Donc Ménaché va être celui, comme il a été nommé à cause de l'oubli de la maison de son père, eh bien il va être le garant du souvenir. Et donc on va mettre Ménaché à cheval sur les deux territoires pour qu'il fasse la connexion et que dans la mesure où la frontière est gardée par la même tribu, ben on va pas pouvoir vraiment se séparer. OK? Parce qu'il faut bien comprendre que pour l'époque, le fleuve, c'est vraiment une frontière naturelle. C'est vraiment quelque chose qui fait que, même si le fleuve est pas grand, même si c'est pas l'Amazonie, lorsqu'il y a fleuve, eh bien, effectivement, la séparation entre les cultures d'un côté et de l'autre sont très, très, très fréquentes. Donc là, on a mis en place un système, un garde-fou, pour faire en sorte que Am Israël reste 12 tribus. Mais lorsque tu décides de ne pas prendre part à la guerre, tes frères sont en danger et toi tu n'y vas pas, comment tu peux continuer à t'appeler ton frère? C'est pas shoot. C'est pas shoot. C'est-à-dire, bon, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, y compris ce matin, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est très très compliqué en ce moment. Comment, au-delà de l'absurdité toranique de faire dire au nom de la Torah que étudier la Torah c'est plus important que de faire cette guerre, ce qui est une hérésie toranique, pas une hérésie, c'est un mensonge. Mais au-delà de ça, au niveau humain, c'est pour toi aussi que tout le monde se bat. Quand les mecs du Hezbollah ils tirent sur le Gush Dan, ils tirent aussi sur le Bnei. Quand les mecs du Hamas ils veulent te tuer, ils vont aller au Fakim dans les yeshivot autant qu'ils vont aller chez n'importe qui. Donc, de ne pas vouloir prendre part à une guerre, qui plus est une guerre de protection, là on parle de conquête, mais qui plus est une guerre de protection, eh bien c'est un vrai, vrai, vrai danger de scission du peuple juif. Et voilà, bon, je dis ça, je dis rien. Donc là, quelle va être la réponse d'Ebné Gad vers Réhouven?
ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, ואל כל אשר תשלחנו נלך. ככל אשר שמענו על משה, כן נשמע אליך, רק יהיה השם אלוהיך עמך, כאשר היה עם משה. Ouf, ouf de soulagement, Réhouven et Gad sont en train de dire, tu n'as aucun souci à te faire, nous sommes avec toi comme nous avons été avec Moshe. Et c'est très important. On vient de dire pour l'unité du peuple, mais c'est aussi autre chose. Réhouven et Gad, à la fin de l'histoire, vont donc passer de l'autre côté du Jourdain. Et Réhouven et Gad vont donc être le lien avec le monde. Et là, vous devez comprendre au niveau un tout petit peu, comment dire, un petit peu au niveau géographique. Je vous montre une carte. Je vous montre une carte, très très vite fait. Hop là. Une carte de la région. Voilà. On va faire cette carte-là. Ouais, hop là, voilà. Yofi. Alors, je vous montre ma carte. Bon, vous la connaissez, hein, une carte d'Israël, tout va bien. Faites pas attention à ce qui est marqué, comment c'est marqué, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est juste la carte. Quand vous regardez la carte, vous voyez que à l'ouest, donc ici, c'est la mer. Donc, quel contact le peuple juif a sur sa frontière ouest? Ben, il n'en a aucun. On n'a pas de contact avec d'autres civilisations, c'est la mer. Ensuite, vous avez le sud. Le sud, qui n'arrive pas jusqu'à Eilat à l'époque, ça arrive jusque-là. Le sud, c'est le désert. Il n'y a personne non plus dans le désert à l'époque. Donc, ça veut dire que la frontière sud d'Israël est également dénuée de toute personne. Il n'y a pas de contact. Au nord, ce qui est l'actuel Sud-Liban, eh bien, au nord, à l'époque de la Torah, ce sont des forêts impraticables, il n'y a pas d'habitation. Donc là aussi, au nord, il n'y a personne. Et à l'est, il y avait les royaumes de Sichon et Og, mais ils ont été détruits. Ce qui veut dire que si jamais Réhouven et Gad ne viennent pas là, Israël est isolé du reste du monde. Le fait que Gad et Réhouven vont s'installer là où ils vont s'installer va permettre d'avoir un contact avec le monde. Ce contact avec le monde, il est dangereux, assimilation, mais il est aussi salutaire parce qu'il permet l'interaction. Et c'est pour ça que les tribus de Réhouven et Gad eh bien, vont avoir comme Rachet Tevot, comme initiale, Gad, Réhouven, guerre. Car de la même façon que la tribu de Gad et Réhouven font la connexion avec le reste du monde, eh bien le converti, le guerre, lui aussi fait la connexion entre le peuple juif et la nation de laquelle il vient. Ok? Et pourquoi donc c'est important qu'ils soient avec Yoshua comme ils aient été avec Moshe? Parce que c'est ça qui va les garder dans leur connexion avec la Torah. Kolish, asher yamret picha, ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו, יומת. רק חזק ואמץ. C'est la dernière fois qu'on entend ici Chazak Vehematz, c'est la quatrième fois. On avait vu qu'il parlait, il s'agissait de Chazak Vehematz de conquérir la terre, Chazak Vehematz de transmettre la Torah, Chazak Vehematz de passer après Moshe, et ici Chazak Vehematz d'être le dirigeant. Et que s'il faut tuer des gens qui méritent la mort parce que tu es le dirigeant, eh bien, il va falloir que tu sois capable de le faire. De la même façon que Moshe avait été au centre de la paracha du Mekoshesh Etzim, de celui qui allait rassembler du bois pendant Shabbat et qui a amené finalement à la mort de Tselophrad,
eh bien, Yehoshua doit prendre ses responsabilités également. Donc, je résume le premier chapitre du livre de Yehoshua. Les préparatifs de la guerre. Car la succession de Moshe, c'est quoi? Eh bien, c'est la conquête de la terre d'Israël. D'accord? Est-ce qu'on n'entendrait pas un petit coup de pression à Yehoshua dans Rak, tant que Hachem est avec toi, comme il était avec Moshe, on te suit. Et sinon, on ne te suit pas. Rak, c'est Nachon. Te dit, si Akadosh Baruch Hu, il est plus avec toi, pourquoi tu veux que nous, on soit avec toi? C'est Nachon. Et d'ailleurs, eh bien, Yehoshua, il n'y aura pas de problème, mais on verra à la fin du livre que lorsque Yehoshua ne sera plus là, ça ne sera pas aussi évident. Nachon, c'est tout à fait vrai. OK? Très bien. Alors allons-y, chapitre 2. Et là, oui, je me mouche. On y va. Perek Bet. Vaishlach Yehoshua bin Nun minashitim. Et là, il faut qu'on s'arrête tout de suite. Où sont-ils? Où sont les Bnei Israël? Où est-ce qu'on est? Où est-on? Je suis encore une fois obligé de vous montrer des cartes, parce que sinon vous ne comprenez pas la géographie. Un problème. Iné. Où sommes-nous? Les amis, où est-ce qu'on est? Nous sommes très exactement ici. OK? Nous sommes là. Cet endroit, donc Mamache, le nord de la mer Morte, juste en face de la ville de Yéricho. Donc c'est là qu'on est. Comment s'appelle cet endroit dans la Torah? À chaque fois qu'on parle de cet endroit dans la Torah, on parle de Arvot Moav. Je remontre la carte. Remontrons la carte. Ici. OK? Donc, à chaque fois que cet endroit est appelé dans la Torah par son nom c'est Arvot Moav. Et ici, c'est Arvot Moav, c'est-à-dire les parvas de Moav, de la terre de Moav. Et ici, on décide d'appeler cet endroit-là Hashittim. C'est vrai, ça s'appelle aussi Hashittim. Seulement, c'est quand la dernière fois qu'on a entendu parler de Shittim? La dernière fois qu'on a entendu parler de Shittim, c'était lorsque les Béné Israël sont tombés avec Baal Péor et les femmes de Midian. C'est là que ça s'appelle Shittim. Shittim, c'est la mer morte, mais c'est la mer morte dans sa dimension la plus basse. Et c'est pas seulement la plus basse au niveau physique, car effectivement, la mer morte est le point le plus bas de la planète Terre, au niveau topographique. Mais c'est également là qu'on va retrouver la bassesse morale de l'humanité. Avodat Baal Peor, le service divin qui était attaché à Baal Peor, je vous rappelle quand même que c'était quoi? C'était, il y avait une statue, tu dois faire tes besoins devant la statue et te prosterner devant les besoins. C'est quand même une ambiance. C'est-à-dire qu'on est au plus bas du plus bas. Alors pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de concrètement rentrer en terre d'Israël, l'appellation est appelée Shittim? Eh bien pour que nous comprenions que l'objectif du peuple juif qui rentre en Eretz Israël, c'est d'être capable d'amener la lumière, la Géoula, jusqu'au Shittim. Et c'est pour ça que les prophètes diront dans Zacharie,
que viendra un temps où Ma'ayan Yetzem et Bet Hashem, qu'une source sortira de la maison de Dieu pour arriver jusqu'au Nachal Hashitim. Je viens de le dire. Y a-t-il un lien entre la topographie et la morale? Je viens de dire. C'est pas anodin que l'endroit qui est l'endroit le plus bas de la Terre au niveau topographique soit également l'endroit le plus bas de la Terre au niveau moral. Sdom, Amora, ça se passe là-bas. OK? Pas juste jusqu'à Shittim, mais à partir de Shittim. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de là-bas réussir à remonter et à corriger. C'est pas pour rien qu'on commence par là-bas. Yoshua, il aurait très bien pu décider qu'on rentre en Israël par autre part. Mais c'est par là qu'on passe. Parce que si on veut montrer quel est le plan du peuple juif, eh bien autant passer par ce qui est le plus bas. Parce que c'est de là-bas qu'on va réussir à montrer l'objectif final. Mazé atse shitim omdim. Ben, c'est ce que ça veut dire. Ze atse shitim shomdim. Oui, tout à fait. Mais évidemment, Lot, ses enfants, l'histoire de Sdom et Amora, c'est là-bas. D'après le Kuntras, c'est voir tout. Qu'est-ce qui va nous faire tomber? Nous dit le Rambam, dans le guide des égarés Moré Nevochim, Im Adam aya yodea akol, lo yachote. Donc évidemment que si tu tombes, si tu fautes, ben c'est que Roach tout, Nichnas Becha. Donc on doit être capable d'être suffisamment grand pour être en capacité d'élever à la lumière également Roach tout. OK? Mais enfin, tout ça, c'est pas pour vous qui êtes à Orod Vekelim, c'est pas du tout nouveau. Et c'est tout l'enseignement de la Kabbalah. Être capable d'arriver à amener la Kedusha également là où il y a la plus grande perversion. C'est quoi la Batara? C'est toute l'idée. OK? Mazé veut dire. Ruach tout, mazé veut dire. C'est quand même pas mal. Ça, c'est quand même du très haut niveau de question. Donc, je vais essayer de comprendre la question en la traduisant en une seule langue. Roach tout, mazé omer. Que veut dire l'esprit de stupidité? Shtut ze choté. Choté, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire la différence entre les choses. Quelqu'un qui n'arrive pas à donner de valeur aux choses. Lorsque je faute, c'est parce que l'envie que j'avais de faire 1, 2, 3, 4, 5, eh bien finalement, si je l'ai fait, c'est que cette envie-là est arrivée au même niveau, voire plus, que l'envie d'écouter la parole de Dieu. Donc ça s'appelle Roach Shtut. Normalement, je ne devrais pas fauter, mais j'ai fauté. D'accord? Donc l'objectif est d'être capable de corriger jusqu'à là-bas. Allons-y. Attends, remonte. Ouh là là. Voilà. וישלח יהושע בן נון מן השיטים 2 אנשים מרגלים חרש לאמור. ראו את הארץ ואת יריחו. Et là, je dis stop. Yehoshua envoie des Meraglim, des explorateurs. Mais enfin, on a une autre dose d'explorateurs. Ça a très mal tourné la dernière fois. Et en plus, Yehoshua en faisait partie des explorateurs. Donc il sait à quel point ça a mal tourné. Pourquoi est-ce qu'on envoie de nouveau des explorateurs? Question. Entre l'histoire des explorateurs et ici, est-ce qu'il
il y a eu d'autres explorateurs qui ont été envoyés. Ah ah, très bien. Mais je pense qu'on ne va pas vraiment s'intéresser aux traductions anglaises. Bekitsour, est-ce qu'il y a eu entre l'histoire des explorateurs et cette histoire ici d'autres explorateurs qui ont été envoyés? Teshuvah, Ken, qui a envoyé des explorateurs après l'histoire des explorateurs? Moshe. Vaishlach Moshe Meraglim, Leragel et Yazer. Lorsque Moshe décide d'envoyer des explorateurs pour voir comment on va réussir à conquérir la ville de Yazer, on est après l'histoire des fameux Meraglim des explorateurs. Alors comment ça fait que Moshe refait ça? Eh bien parce que ça n'a rien à voir. Les explorateurs que Moshe envoie qui vont mal tourner ne sont pas du tout en mission militaire ou stratégique. Ils sont là en tant qu'influenceurs. Aujourd'hui, c'est un métier très connu, le métier d'influenceur. Et donc Moshe choisit les chefs de tribu pour qu'ils aillent en Israël et reviennent et disent à tout le monde, oh, c'est génial. Ce n'est pas du tout un objectif stratégique au niveau militaire. Alors que là, envoyer des explorateurs, c'est uniquement pour voir comment est-ce qu'on va réussir à prendre Yericho. Donc, c'est pas que Yoshua, hein, il se rappelle pas de ce qui s'est passé avec ses explorateurs. C'est juste que ça n'a plus rien à voir. Là, la question n'est pas de savoir est-ce que on va faire aimer la terre d'Israël à tout le monde. Ça y est, cette génération-là, elle veut rentrer en Israël. La seule question, c'est maintenant comment on va rentrer en Israël. Et donc, le plan est Lechu, Reu et Haaretz vet Yericho, Mazecheresh, en secret. וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, וישכבו שם. Alors là, alors là, les amis, on n'est pas sorti de l'auberge. Béhémet, Béhémet, c'est là-bas qu'on va? El beit isha zona ushma rachav? Ils n'avaient pas trouvé un autre endroit pour aller? Maasipour. Alors certes, la maison de Rachav, elle était dans la Choma de Yericho. Et certes, nos sages nous disent que tous les généraux, tous les rois de, comment dire, tous les rois de Canaan avaient l'habitude d'aller chez Rachav. Donc aller chez elle, eh bien, c'est le meilleur moyen de glaner des informations, puisque tout le monde se balade là-bas et tout le monde sait que les hommes qui ont passé un bon moment ont tendance à se confier. Donc s'il y a bien un endroit où on peut trouver des informations, c'est là-bas. Bon, certes, mais le théour, l'explication du Tadar, de nous dire Vayelchu, Vayavou, Bet Isha, Zona, Ushma, Rachav. Caniré, qu'on ne peut pas rentrer en Israël sans avoir été chez Rachav. Lama. Bien les amis, ce qu'on va dire maintenant est très compliqué. Enfin, je préfère vous le dire, sans Torah Tassod, ça marche pas. Sans la Torah de la Kabbalah, ce qu'on va dire maintenant n'est pas possible. La grande malédiction de l'exil, c'est ce qui a marqué dans la Torah lorsqu'on nous dit ou pachad verachav levaver. L'exil nous a rendus peureux. Et peureux de quoi?
de l'ouverture. Arochav, la capacité d'ouvrir son esprit. L'exil nous a recroquevillés Bedalet Amot Shel Halacha. Et là, il faut comprendre. Vous le savez, dans beaucoup de milieux religieux, on s'oppose de manière énorme à toute étude d'anglais, de mathématiques, physique, Rak Torah. Lama. Pourquoi est-ce que tu t'opposes? Bah, parce que tout ce qui est extérieur, c'est l'extérieur, ça ne nous concerne pas, c'est lo chez là, nous. C'est pas à nous. Et on ne veut pas être influencé par l'extérieur. Oui, mais attention, je comprends pas. Donc tu connais pas tout ce qu'il y a à l'extérieur? Là. Et je dois ne pas connaître pour me protéger. Bagalout, on a décidé d'être restreint. Pourquoi? Pour protéger l'essence. Et on a très bien fait. On a très bien fait. On a vu ce qui s'est passé lors de l'émancipation, lorsque les portes du shtetl se sont ouvertes, lorsque les portes de l'université se sont ouvertes, lorsque les portes de l'égalité des droits se sont ouvertes, eh ben le peuple juif est sorti. Et il s'est perdu. C'est pas shoot. C'est une réalité. En l'espace de 100 ans, entre le début du 19e siècle, on va dire entre les années 1800 et les années 1900, 80% du peuple juif a abandonné la Torah. C'est pas, on peut pas se tromper là-dessus. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Non, madame. Berlin est devenu Jérusalem. C'est pas que on a décidé de ne plus être sioniste. C'est pas qu'on a enlevé seulement Jérusalem de l'histoire. C'est qu'on a enlevé tout ce qui faisait de notre spécificité juive de l'histoire. C'est-à-dire que concrètement, le fait de sortir El Rochav nous a fait nous assimiler. Lama, disait à Galoute. Et en Galoute, lorsque tu es soumis à une influence extérieure, bah, tu t'assimiles. Mais lorsque tu es en Israël, en état de Géoula, que tu es en passe de dévoiler Dieu dans le monde, eh bien justement, tu te dois d'être capable de faire face à la grandeur. Parce que tu ne vas pas pouvoir rester katane. Tu vas devoir être grand. Donc il faudra faire face à la grandeur et être capable d'être grand. Donc tu dois être capable de passer chez Rachav. Mais attention, Rachav, elle était magnifique. Elle était d'une beauté incomparable. À tel point que le Talmud nous dit, tout celui qui dit Rachav, Rachav, qui dit deux fois le mot Rachav, tout d'un coup, il a une éjaculation précoce. Direct. Alors le Talmud il dit, bah attends, je viens de le dire et pourtant j'ai pas eu d'éjaculation. Elle dit, bah oui, c'est normal parce que tu la connais pas. Mais ceux qui l'avaient déjà vue, rien que le fait de penser à elle et de dire son nom deux fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est magnifique, Rahab. Nachon. Parce que le premier pas vers la grandeur, c'est l'esthétique. Lorsque Léonard de Vinci explique dans son, vous savez, le schéma de son mec avec les six bras et les six jambes, lorsqu'il explique que les proportions de la beauté se calculent de manière mathématique,
C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir quelque chose qui est esthétique, ça va tout de suite donner une sensation de plénitude. Et donc la grandeur passe par l'esthétique. Du fait que l'on soit des goy kadosh, pour Dieu, la plupart veulent retourner au statut de goy, tout court. C'est pas très clair, mais pourquoi pas? Je n'ai pas très bien compris la question. En tout cas, donc il s'agit ici de retrouver la grandeur. Rachav, finalement, elle va devenir, à la fin de l'histoire, ah bah désolé, je peux pas développer. Comment des gens de notre peuple étaient-ils prêts à affronter cette épreuve après avoir vécu en vase clos pendant 40 ans? Justement, c'est pour ça qu'on va voir qui sont les deux explorateurs. Mais c'est une bonne question, on va y revenir. Euh, Finalement, Rachav, elle va se marier avec Yahushua. Finalement, de Rachav va sortir avec Yahushua, le prophète Yecheskel, qui va prophétiser le Beth Amikdash Ashlishi, le troisième temple. Et c'est pas rien quand on te dit que Yahushua finalement va se marier avec Rachav, et c'est pas rien non plus quand on te dit que tous les rois cananéens avaient été avec Rachav. Il y a une mégama, il y a une tendance qu'on retrouve dans toute l'histoire, quoi, que lorsqu'un peuple arrive, conquiert un autre peuple, eh bien, il va s'approprier la malchoute, la royauté, par les femmes. Lorsque Alexandre le Grand arrive à Babylone, il va se marier avec une femme de Babylone. Comment elle s'appelait Marble Bleu. Marble Bleu. Une princesse de Babylone. Lorsque Nabucodonosor va se faire battre, les Babyloniens vont se faire battre par les Perses, eh bien, Achashverosh va se marier avec Vashti, qui est la petite fille de Nabucodonosor. À chaque fois que tu veux t'approprier la malchoute, lorsque Jules César arrive en Égypte, eh bien, il va s'approprier la malchoute grecque avec Cléopâtre de la maison des Ptolémées. De la même façon, Yehoshua va se marier avec celle qui était la femme de tous les rois cananéens. Avarat Malchut au niveau de la Nekeva. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous expliquer. Vous êtes des élèves du Rav Yoel, donc vous avez très bien compris cela, que la Malchut, la Midat Malchut, ça passe par le côté féminin. C'est-à-dire, mais ça, je vais pas m'étendre là-dessus. Alors, Roxane, merci, merci. J'avais plus le nom. Euh, donc voilà, je vais pas débattre, je vais pas développer l'histoire de la Malchut et de la Nekeva. Vous demanderez au Rav Yoel de vous expliquer si vous n'avez pas compris. Bekitsour, donc voilà l'idée. Retourner à la grandeur. ויאמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. Oh oh, finalement, Am Israël a été découvert. Ah, comment c'est possible? Lorsqu'on a envoyé 12 explorateurs, personne ne les a vus. Là, on envoie deux mecs, ça fait pas de bruit, deux mecs. Et ils ont été découverts. C'est pas qu'ils ont été découverts, c'est que Am Israël, même si ces deux représentants, rentrent dans le peuple juif, rentrent dans le peuple juif, rentrent dans la terre d'Israël, et ben ça laisse une trace. Tout d'un coup, la Kedusha entre. Et les gens le ressentent. Et donc, וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציאה האנשים הבאים אלייך, אשר באו לביתך, כי לחפור את הארץ באו. את כל הארץ, סליחה, באו. Sors! On sait qu'ils sont venus chez toi! Désolé de la question, mais comment se fait-il qu'il y a autant de paix qui, au long de l'histoire du Tanakh,
De qui sortent des grands? Ah, j'imagine que le P, ce sont des prostituées. C'est ça? Comment ça se fait qu'il y en a autant? Je sais pas, il n'y en a pas tellement autant. Je me rappelle pas qu'il y en a tellement. Ouais, fais-nous une liste. Fais-nous une liste. Bekitsour, elle est donc, ils lui disent, on sait qu'ils sont chez toi, sors-les. Et là, Vatikach Haïcha et Shne Ha'anashim Vatitzpeno. Hop, 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 hop. Vatikach et Shne Ha'anashim Vatitzpeno. Elle a pris les deux hommes et elle les a cachés, et elle l'a caché. Parce que littéralement, le verset nous dit, elle a pris les deux hommes et elle l'a caché. Ils auraient dû avoir marqué Vatitzpeneu au pluriel. Et c'est là qu'en fait, on doit expliquer qui sont ces deux hommes. Alors, ça viendra plus tard, mais qui sont ces deux hommes? Eh bien, le premier, c'est Kalev Ben Yefune. Kalev, qui était donc l'explorateur avec Yehoshua qui n'a pas fauté, le chef de la tribu de Yehuda. Et le deuxième, c'est Pinchas Ben Eleazar Ben Aaron à Cohen. Il ne vient pas en tant. Alors, Kalev, il vient en tant que représentant de la Malchut, et Pinchas, il vient en tant que représentant de la Keuna, donc du peuple juif. Sauf que Pinchas, Malasot, nous disent nos sages, Pinchas, ze Eliyahu. Que Pinchas, c'est la première version de ce qui va devenir Eliyahu Hanavi. Et que Pinchas, voilà, il a la capacité de disparaître quand il veut. Donc il y avait deux mecs, et quand elle est venue pour les cacher, il n'y en avait plus qu'un. Il était là, il n'était plus là. Bon, c'est un petit peu compliqué cette histoire. Et là-bas, Vatikach Haïcha et Shnei Anashim, elle a pris les deux, Vatitzpeno, et l'a caché. Elle a caché quoi? Elle a caché quoi? Elle a caché Kdushat Israël. Elle a caché la sainteté du peuple juif qui venait de rentrer chez elle. Vatomer ki baou elai anashim, velo yadati me'ain hema. Oui, c'est vrai, ils sont arrivés. Mais je sais pas où ils sont. Comment est-ce qu'on appelle ce que vient de faire Rachav? Ça s'appelle un mensonge. Toute l'histoire de la conquête d'Israël commence par un mensonge. Comment on fait pour s'arranger avec ça? Ah ben, c'est pas nous, c'est elle. Ah, Nachon, mais elle a fait ça pour nous. Lama? Ki betachbulot ta'ase lecha milchama. Parce que lorsqu'on est en guerre, on utilise le langage de l'ennemi. Et donc, si l'ennemi ment pour ruser au niveau stratégique, eh ben nous aussi. Dès qu'on se battra contre des gens classe, chevaleresques, qui ont un code d'honneur, eh bien, on se battra avec un code d'honneur. Et ça, c'est quelque chose de très important, les amis. On nous dit très souvent qu'on ne peut pas s'abaisser au niveau des Arabes quand on fait la guerre contre eux. Tchouva, à four, nous devons nous abaisser à leur niveau. Nous devons nous abaisser à leur niveau. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu peux réussir à battre le mal et à ramener le bien. Tu ne parles pas avec des gens qui se cachent derrière l'UNRWA et UNIFIL pour tirer sur toi avec des grands mots de droit international. C'est pas possible. La vérité finira par éclater dans cette guerre. La vérité et la morale seront les grands gagnants de la fin de cette guerre. Et tellement, tellement, tellement comment il s'appelle, Guterres et autres mécréants euh, auront le sort qu'ils méritent
aux yeux de l'histoire humaine. Enfin, ça c'était la petite parenthèse politique. ותאמר כי באו אליי אנשים ולא ידעתי מאין המה. ויהי השעה לסגור בחושך, והאנשים יצאו ולא ידעתי הנה הלכו. האנשים רדפו מהר אחריהם כי תשיגום. Ils sont partis. Poursuivez-les, ils sont pas loin. ויהי אלתם הגגה, ותתמנם בפשתי העץ הארוכות לה על הגג. Bon, là, je vous avoue que moi, au début, j'avais du mal à comprendre ça, parce que dans ma tête, qui vient d'Europe, un toit, c'est comme ça, avec des tuiles rouges. Je me suis dit, mais comment elle peut les avoir cachés sur le toit? Jusqu'à ce que je comprenne qu'en Israël, le toit est plat, et c'est un endroit où il se passe des trucs sur le toit. Sur le toit, on fait sécher énormément de choses. Donc le toit fait partie c'est une pièce de la maison. Et donc là, elle dit, Vema terem ishkavu vehi alata aleem agaga. Agag, etc. Donc, où est-ce qu'elle les a mis? Elle les a mis. Ah non, j'ai sauté sur moi. Vehi alata magaga, vatit menem bepishtea etza rukot la alagag. Donc, elle a plein de fibres de bois, pishte etz, qui sont en train de sécher sur le toit, de la paille. ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן אל המעברות, והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. Donc les gardiens du roi d'Éricho sont partis les poursuivre vers le Jourdain, et eux ils sont toujours dans la ville. והם טרם נשכבון והיא עלתה עליהם הגג. La rochav est montée. La grandeur est en train de monter vers eux. ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. Nous savons très bien que Dieu vous a donné cette terre, et nous sommes complètement apeurés devant vous. כי שמענו את אשר הוביש השם את מי הים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן לסיחון ולעוג, אשר החרמתם אותם. Vous croyez quoi? Qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec l'Égypte il y a 40 ans? Et on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 3 mois avec Sichon et Og? On est terrorisé de vous. Terrorisé. Vanishma vayimas levavenu velo kama od ruach beish bifnechem. כי השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. Voilà le signe que la conquête est en place. Lorsque les nations viennent dire et reconnaître, nous savons que vous êtes dans votre bon droit, nous savons que Akadosh Baruch Hu vous a donné cette terre, alors c'est le signal qu'il faut y aller. Est-ce que tout le monde l'a dit? Non. Le roi d'Yericho, il ne l'a pas dit. Il n'y a que Rachav qui le dit. C'est pas grave. Elle est celle qui dit la vérité dans l'obscurité. Et donc, s'il y a des gens, et il y en a aujourd'hui, qui disent la même chose, eh bien, c'est la preuve que Akadosh Baruch Hu nous a ouvert le chemin. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qu'elle demande en rechange? Et comment est-ce qu'on va finir les préparatifs? Eh bien, ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Et c'est parti pour les messages. Alors, On a une première question de Meira déjà qui demande comment elle savait que c'était un Anshe Kodesh. ben comment elle savait? Quand tu vois le Rav Cherki, tu vois pas que c'est Ish Kodesh. C'est où? Il y a des gens, la Kedusha, elle transpire de chez eux. Kracha. Elle était quand même voyante, je suppose, Non. quand même.
Enfin, nulle part c'est marqué que Rachav, elle est Nevia. Et pourquoi elle a eu des prophètes comme enfants? Parce que c'était quelqu'un de très bien. Et puis je te rappelle qu'elle était mariée avec quelqu'un qui n'était quand même pas n'importe qui Ouais. était Yehoshua. Et puis c'était pas non plus ses enfants directs. Je veux dire, entre Yehoshua et Cheskel, il y a quand même un sacré paquet de générations. Oui, Félicia, Félicia. Et Boker Tov, Rav Eitan, Donc, je n'ai pas saisi complètement votre explication selon la Kabbale du Pasuk où ils sont arrivés chez Rahab Zona. Et Tarir Larzor El Arochav. זה השלב ההכרחי ליציאה מן הגלות. L'étape essentielle pour sortir de l'exil, c'est de ok, revenir à la grandeur. ok, Euh, Rachav, elle s'appelle pas juste Rachav, c'est Arochav. Alors, il se trouve que ça va aussi avec son métier et je vais pas te faire un dessin. Aval, נכון. Arochav Arayoni, la possibilité d'avoir une grandeur d'âme, c'est la condition sine qua non pour sortir d'exil. Donc, il faut commencer par passer chez Rachav. Très intéressant. Ce sont des femmes quand même particulières. Ah bah oui. Ah, c'est sûr que Rachav, c'est pas n'importe qui. Hein. Bah, Yoshua ne serait pas marié avec n'importe qui. Ok, תודה. Richard, Oui, bonjour, Rav. Cette histoire de Rachav nous rappelle qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences et savoir les utiliser. Et justement, dans la controverse entre les religieux qui ne veulent pas aller à la guerre et les autres, ce sont quand même ces religieux. Ces religieux-là sont quand même des gens qui connaissent très très bien les textes. Et ils ont absolument pas. certainement, pas du Absolument pas. Tanakh, non. Absolument pas. ce sont des charlatans. Non, J'ai ils pas dit- veulent aller il y à a une la différence guerre, mais entre eux. ils ont Il y a des une différence rabbins. entre eux. Ils connaissent absolument pas bien les textes et c'est des charlatans. Il y a quand même un Le milieu. charlatan, c'est quelqu'un qui connaît très très bien, mais qui interprète différemment. Non, si il a une interprétation officielle, voilà, qu'il y a un autre avis qui dit que, bon, bah, on peut débattre. Après, il a peut-être pas raison, mais c'est un autre avis. Là, en l'occurrence, le problème qu'on a aujourd'hui avec le monde orthodoxe par rapport à l'armée, c'est qu'il ne connaît pas les textes. Ok, il ne connaît pas. Et s'il connaît, il sait qu'il n'y a aucune façon d'appuyer ses dires. Mais le débat, il est politique, il est. Confortable. Les gens se sont rentrés dans un Non, mais c'est univers. un confort. C'est un confort. Ils Non, veulent pas sortir de leur confort. Mais non, non seulement non, le confort, c'est non. Excusez-moi, surtout, non, la mais c'est question surtout que je malhonnête. pose, la question que je pose est celle du savoir. Il y a donc un savoir qui soit est incomplet, soit est mal interprété. Il est incomplet. Mais il est incomplet parce C'est qu'ils veulent pas surprenant savoir. quand même. Si je peux me C'est-à-dire permettre, qu'ils Mais veulent pas savoir. il faut Je discuter peux te avec les dire, dirigeants. non, Tu je peux te n'importe dire quoi. que juste que tu comprennes ce Shabbat. Donc, on en a parlé dans ma communauté. Pourquoi on en a parlé? Parce que tous les vendredis soirs, j'enseigne le Sefer HaMitzvot du Rambam. Et on est arrivé, Shabbat, c'était dans l'ordre. On est arrivé à la mitzvah 411 des mitzvot, pas 400, 311 des mitzvot négatives du Rambam, qui dit que un khatan, la première année de ses noces, il il n'a doit pas le pas aller. droit de sortir de sa maison, de se mettre en danger, quoi que ce soit. Et donc là-dessus, ça reprend le verset qui nous dit qu'il ne doit pas aller à la guerre. Et donc on a expliqué que d'après la halakha, ce verset il parle de quoi? D'une guerre de reshoot, נכון. d'une guerre facultative, et non pas d'une guerre de mitzvah. Et donc on est arrivé sur le fait que pour Milchemet Mitzvah, il n'y a personne qui est dispensé. Bon, blablabla, bla. Il y avait une personne qui n'est pas de ma communauté, qui était un invité de quelqu'un, qui faisait partie de l'obédience chapotesque, et il a dit אבל זה לא נכון, על הפסוק באיזה פרשת כי תצא, ויהיה מחנך קדוש, אומר האורח חיים הקדוש, לאורח חיים il dit משהו אחר, et donc on peut très bien comprendre autrement. Et à ce moment-là, j'ai dit stop, très bien, j'ai pris 10 secondes pour aller dans la bibliothèque,
j'ai pris le Or HaChaim, j'ai ouvert le Or HaChaim, j'ai dit on va le lire en live. Et si j'ai tort, eh bien, je le dirai. Et on a vu qu'il n'y avait absolument rien dans le Or HaChaim Akadosh Mais non, qui bah disait non, quoi que ce soit bah par non. rapport à ça. J'ai dit, vous Ouais. savez, c'est très facile de Ouais. balancer le nom d'un Chacham qui est Ouais. suffisamment connu pour que ça soit un argument d'autorité, mais suffisamment inconnu dans le texte pour que tu puisses lui faire dire ce que tu veux. N'importe quoi. Donc, il y a une ignorance claire, mais cette ignorance, elle est aussi volontaire. Parce que j'ai pas envie d'être en contradiction avec toute la Torah. Donc, je préfère dire que c'est assourd sans savoir. Kitsour, c'est de la bêtise. Donc, Ah, il mais faut après, discuter Merci. avec les directeurs de yeshivot. Pardon? Il faut discuter avec les dirigeants des yeshivot pour Il faut que le renseignement. certains rabbins, Voilà, Gérard. il faut que C'est certains ça rabbins le deviennent problème. honnêtes. C'est tout. Oui. exactement. Je pense que le débat, il n'est pas tant dans la population et la Ah ben connaissance de la population. évidemment, Il est au évidemment, niveau des autorités. Eux, ils n'ont pas besoin d'aller chercher le truc. Ils suivent le évidemment, rabbin et ils disent, évidemment, le rabbin, il a dit comme évidemment ça. que c'est pas, J'ai pas évidemment que besoin c'est d'aller pas chercher sur dans la le Torah monsieur, parce que le rabbin, il a dit. évidemment que c'est pas le monsieur tout le monde, quoique la Hitorerut, on a appris ça dans la Kabbalah, qu'elle peut venir aussi d'en bas. Il y a Hitorerut Adiltata, ça existe aussi. Mais J'ai du tu- mal à croire qu'ils ne savent pas ce que c'est. Les Il y a rachaf, donc une les rochers malhonnêteté. yeshiva, les gdolé ador. J'ai du mal à croire qu'il y a certainement une raison cachée. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je sais pas ce qui est plus dur à croire, qu'il y ait des choses qui soient, qui ne sachent pas, ou alors qu'ils sachent et en connaissance de cause, alors que tous les commentateurs ont dit que c'est A, eux ils disent non, on va faire B quand même. Pour moi, c'est ça qui est plus dur à croire. C'est le Bah, sens, moi, je me dis, c'était je le me sens dis C'est de que la la pour certains, théorie du, je me dis c'est que la pour certains, il théorie y a du, l'idée qu'ils participent à la Médina. Et pas Donc c'est un culte politique, total. donc c'est plus pratique. C'est politique. C'est complètement politique. c'est la théorie du Rav Shach qui se perpétue. Je veux dire, Qui n'est absolument pas basé sur la Torah. Mais enfin bon, c'est un autre débat, les amis. Merci, Si merci vous voulez, on en beaucoup. parlera, on C'est fera. pas un autre débat, c'est un vrai débat. C'est Ah, vrai. c'est un vrai débat, mais c'est un vrai débat, mais c'est un autre débat par rapport au livre de Yoshua. Ah non, le livre de Yoshua, justement, il est très bien là-dedans. C'est vrai, vous avez raison, mais j'essaye de calmer les choses parce qu'il est 10 heures. C'est pour Ah, ça. slicha. Bekitsour, si vous voulez, on en parlera, on consacrera une heure entière là-dessus si vous voulez un jour. Il n'y a pas de solution. La voix tov. Voilà. Bravo. Chazako. Merci, Bravo. merci On prie, beaucoup. on prie chaque jour bravo. dans la Mida pour que les tzadikim ils fassent Hazak. tchouva. Hein. תודה רבה. תודה רבה. Merci de ta renaissance. שבוע טוב. Kol tov. Question, Shavua tov, Shavua tov.